Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être là dans ce nouvel épisode. On est à l'étape de l'actualité. Francis, qu'est-ce qui a marqué ton intérêt? La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 500 millions de dollars, un petit demi-milliard. C'est pas rien. Voilà, c'est comme à côté de la virgule, mais dans la Banque nationale du Canada, ce qui ça me surprend, parce qu'on... En fait, c'est comme une banque qui investit dans une banque. Mais essentiellement, bon, déjà, la BNC, ses actions sont cotées en bourse. Et essentiellement, ce qu'on comprend, c'est que cet investissement-là va servir à ce que la BNC puisse acquérir une banque dans l'ouest du pays et qui fait jaser pas mal. Hein. Je sais pas si en Alberta, ils disent que le Québec est en train de financer le rachat d'une banque en Alberta. Oui, effectivement, c'est la Canadian Western Bank et ils ont fait une offre, Phil, qui est pour 5 milliards de dollars, ce qui est entre nous pas cher pour une banque, mais c'est plus de 2 fois la valeur en bourse là, de l'entreprise il y a quelques semaines. Donc, c'est une offre qui est 110% au-dessus de la valeur au livre de la banque. Mais évidemment, ça va permettre à la Banque nationale d'entrer très fortement dans l'ouest du pays. Il y a des petites réticences du côté albertain, là, mais évidemment, je serais très surpris que le régulateur interdise cette transaction. Moi, je suis juste content de voir que la Caisse de dépôt joue son rôle d'épauler des boîtes québécoises. Des boîtes. Là. Non, mais tu sais, des entreprises. Non, mais Grosse des entreprises. Non, mais quand même, parce que la Banque nationale, ça a été bâti à Montréal. Ouais. Puis de permettre à la Banque nationale d'acheter dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis. Bravo à la Caisse de dépôt. Souvent, je casse du sucre sur eux, mais là, je suis content de voir que ça fait 2-3 transactions, Francis, que la Caisse de dépôt fait au Québec pour aider des boîtes québécoises. Parlons de ShareThrough. C'est une entreprise de Montréal qui vient d'être achetée pour 100 millions de dollars US par une entreprise française. Toi, tu connaissais pas ça, l'entreprise fusionnée va avoir à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Okay. Mais c'est quoi ShareThrough? En fait, c'est un logiciel qui permet de partage. Okay. On partage de l'information. Okay. Là, c'est comme des API de très haut niveau. Ah oui, c'est de la technologie. Ouais, la tech c'est normal que j'ai jamais entendu parler de ça. C'est très spécialisé. Il y a des business de 100 millions au coin de la rue dont je n'ai jamais entendu le nom. Ouais. Je suis un peu Moi, surpris, je les connaissais, là, super belle boîte, très bonne, qui avait une très bonne réputation. Puis bon, encore une fois, de permettre à des Québécois, là, bon, on aurait voulu que ce soit la compagnie québécoise qui achète, mais là, acheté par un groupe français qui va leur donner des ailes, puis qui va permettre à cette boîte-là d'aller avoir des clients outre-frontière, de faire partie d'un groupe d'1 milliard, c'est pas rien. Alors, bravo à l'équipe de direction qui a fait cette transaction-là. Et les actionnaires, dont je pense à FTQ et d'autres là, qui ont fait ils vont penser à le PDG a dit un profit intéressant, là, mais je pense dans ces chiffres-là. On voit évidemment de nouvelles actualités, là, toujours à ce sujet-là, les fameux Nordiques, Philippe Richard Bertrand. Mais notre maître Pierre-Carl Péladeau était à l'antenne. Grand patron était sur les ondes, je pense, d'Arcan. Il nous fait des infidélités, manifestement. Mais il a dit, en fait, qu'il était ouvert là, à s'associer à des partenaires. En fait, ça, c'est la première fois qu'on l'entend. Évidemment, la valeur des franchises de la Ligue nationale a comme explosé ces dernières années. La dernière franchise d'expansion qu'on a vue, c'était le Kraken de Seattle. C'était 650 millions de dollars. Et 5 ans avant ça, c'était les Golden Knights de Las Vegas. C'était 500 millions. Donc, 150 millions de plus. Et là, selon certaines estimations, ça aurait quasiment doublé. Donc, ça serait plutôt de l'ordre de 1,2 milliard de dollars. Monsieur Péladeau a quelques dollars en banque, là, plus que toi et moi, mais ça reste que 1,2 dans une patente, c'est énormément d'argent. Donc, s'il pouvait s'associer avec quelques autres... Regarde le succès, tu sais, bon, encore une fois, c'est le grand patron, mais on peut se permettre de commenter, mais il a fait
une très bonne job avec les Alouettes. OK, mais... Non, mais coupe de 0 de moins. Je suis d'accord avec toi. C'est plus petit. Mais moi, je trouve intéressant qu'il est en train de se faire la main sur gérer une équipe sportive. Parce que regarde ce qui se passe avec l'équipe de soccer qu'on a, où tout le monde se chicane, il y a un roulement de personnel, etc. Ah, je trouve ça intéressant. Tu ne penses pas qu'il va s'associer au Saputo, Pierre-Carl Pelado? Peut-être qu'ils ont peut-être l'appétit pour ça, mais il faudrait qu'ils commencent par... On tergiverse, Phil. Parlons un peu du Grand Prix de Formule 1 de Montréal. J'en parle parce qu'il y a une dimension économique importante, puis on va accueillir à l'émission un petit peu plus tard Jean-Philippe de Protocole de Trophée d'Exception. Mais écoute, j'ai quand même consulté les derniers rapports, ça datait d'avant la pandémie. C'était 70-ish millions de retombées économiques. On peut peut-être dire que ça doit avoisiner avec l'inflation pas loin de 100 millions là, en ordre de grandeur. Et c'est mis entre les mains d'une maudite gang de pas bon, pour dire comme Monique Jérôme Forget. Écoute, ça a été une édition sur la piste phénoménale, mais pour l'ensemble des participants, des pilotes, de tout le monde autour, une catastrophe, mais comme à plein de places. Non, je sais, mais y a-t-il un pilote dans l'avion, Philippe? Il y a un problème avec les installations. Peut-tu les régler? On a comme Québécois, on a mis des millions de dollars dans ces investissements. Puis c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas... Non, mais le toit coule, là, oui, mais les installations, là, c'est pas 48 km de maison, c'est comme un petit paddock, puis des tribunes. C'est ça que je te dis. Mais on peut-tu régler le problème, puis poursuivre les entrepreneurs qui ont fait les travaux? Point. Puis après ça, pourquoi qu'il y a eu un cafouillage autant? On a laissé des manifestants bloquer le seul pont d'accès. Tu sais, honnêtement, rentre le SWAT, c'est fou. Là. Je ne sais pas, l'équipe d'intervention. Je te pose la question. C'est l'événement touristique le plus important au Canada. Oui, mais le plus mal aimé. Oui, mais c'est pareil dans toutes les villes du monde. Prends les francophonies, prends la Festival d'été de Québec. Mais va à Barcelone, puis il y a 14 manifestants, puis il pleut, là, tu comprends? Je veux dire, je suis d'accord. C'est dans toutes les villes du monde, il y a une gang d'illuminés qui sont pas contents, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on tolère? Puis pourquoi il n'y a pas une personne là, à la ville, au fédéral, pourquoi il n'y a pas un genre de chief F1 officer là, qui s'assure que les terrasses sont ouvertes, que le toit coule pas, que le trafic circule, que les SWAT rendent des manifestations. Comme, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une forme de... C'est 100 millions de dollars. Il n'y a pas un dos de payer 100 000 piastres qui est en charge. Moi, j'étais sur une plage et le restaurateur français est venu me voir disant, regardez ce qui s'est passé hier à votre Grand Prix. Là, j'ai fait, oh my God, écoute, on m'a parlé de ça à l'étranger, il faut le faire. Là. Bref, un peu gênant, puis surtout quand on essaie d'attirer des gens de l'international et que ça nous envoie cette mauvaise réputation. On termine, Philippe, rapidement. Québec numérique, je vais en parler absolument. Oui, parle-en, ça m'intéresse aussi. Québec numérique, organisme qui faisait du bon travail. C'est une OBNL. C'est une OBNL. De Québec. Qui faisait de la formation, un événement, le WAC à Québec. Qui font de la formation. Ils font un événement à Québec qui est prisé, etc. Ils ont un package financier du ministère de l'Emploi de 5 millions sur 5 ans, 1 million par année. Ouais. Et quand tu fais ce type de subvention-là, il faut que tu fasses une reddition de compte. Là. N'importe qui a fait une subvention dans sa vie, c'est qu'à la fin pour avoir le dernier paiement, tu dois faire un rapport. Ouais. Là, ils ont retenu de l'argent. Ils ont retenu le dernier million. OK? Puis là, ma compréhension en lisant 3 articles différents, c'est que là, l'organisme a dit hey, écoute, on n'est plus capable de payer nos comptes, Et là, l'organiste a dit OK, on va vous envoyer 500 000 sur le million. Par contre, pour le dernier 500 000, il faut faire le rapport. Et deuxièmement, ils ont demandé, OK, 3 années, ils veulent voir les comptes de banque. Ils veulent voir tous les sorties de fonds. Ça regarde pas bien. Mais pourquoi? En fait... Ça sonne comme, tu sais, là, on a parlé des terrasses et du zèle bureaucrate. Je sais pas si tu as lu la chronique de Richard Martineau cette semaine sur la ville de Des-Cèdres qui demande un permis pour jouer au ballon. Mais tu sais, il y a quand même ce volet-là de l'histoire peut-être. Je suis d'accord, mais on parle de fonds publics. Regarde, j'aime cet organisme-là. Je connais personne dans cet organisme-là. Je ne veux pas leur casser du sucre sur le dos. Par contre, j'ai fait des demandes de subventions depuis 25 ans dans ma carrière. J'en ai obtenu, j'en ai perdu. Et je me suis fait questionner de façon très sévère parce que si tu as dit que ça allait coûter 100 000 puis ça en coûte 110, ou tu as dit que ça coûtait 100 000 puis ça a coûté 80, tu as fait un déboursé de 80 000, bien, il y a moyen, il dit pourquoi tu l'as surestimé ou sous-estimé de 20 000. Mais là, quand tu es rendu à demander à une compagnie, un organisme,
tes états de compte des 3 dernières années. Ouais. Bref, j'ai bien hâte de connaître la fin de cette histoire-là, Phil, parce que ça me semble un peu... Contrairement à toi, moi, je connais bien cet organisme-là. J'ai été conférencier à leurs événements. Je connais le conseil d'administration. Je t'assure qu'il n'y a pas de magouille. Non. Et puis Après, il y a des rapports qui n'ont pas été faits à voir, mais à la fin... Mais il y a quelqu'un qui est en grippe à quelque part. Personne souhaite que ça ferme. Là, ils ont annoncé ça à la fin juillet, je pense. À suivre. Vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio, nous trouver sur les médias sociaux, Philippe, Richard Bertrand ou moi. On est toujours ravis de vous lire. Et puis, on se retrouve pour le prochain segment. À tout de suite. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Nous sommes dans une forêt de trophées, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous avez suivi la course le week-end dernier. Non. Philippe, tu étais... ailleurs. Loin de tout ça. Loin de tout ça. Mais bon, c'était la Grand Prix de Formule 1 de Montréal. C'était une excellente course. Là, je vois pas Jean-Philippe. C'était une excellente course. C'était ma course préférée de cette année, honnêtement, pour de vrai. Déjà, c'est bon. ESPN, la chaîne, a lancé une pétition pour que l'an prochain, les 20 Grands Prix soient à Montréal. Tellement c'était une bonne course. Par contre, si vous étiez pas sur la piste, mais autour du Grand Prix, c'était, et là je pèse mes mots, un clusterfuck. Pour plein de raisons. Évidemment, la nouvelle que Phil, je pense que ça s'est rendu en Guadeloupe, cette affaire-là. C'est un restaurateur qui est venu me voir en Guadeloupe. Les restaurants ont été fermés. Les chauffeurs, les pilotes n'arrivaient pas à se rendre à la piste. Il pleuvait dans la salle des médias, genre de l'infiltration d'eau. À la fin de la course, il y avait encore des voitures qui roulaient calmement à 200 km/h et les spectateurs, for some reason, ont eu le droit d'aller sur la piste. Il y a eu de la chicane. Le grand patron de la F1 a comme officiellement dit que... Il est tombé de la glace. Oui, il est tombé de la glace. Bref, écoutez. Tout était là. Et puis bon, évidemment, on a de l'air d'une gang de maudits pas bons et la goutte qui fait déborder le vase, on peut-tu dire comme ça? Non, c'est la goutte qui a commencé le vase, quasiment d'une certaine façon. C'est que notre bon ami Jean-Philippe Caron, qui est président de Protocole Trophée d'Exception, qu'on avait déjà reçu à l'émission pour nous parler de ses magnifiques créations Trophée de la F1, qu'il fait depuis 14 ans? Ouais, 2010. 13 ans. Ouais. Cette année, on lui a annoncé qu'il avait été remplacé par une intelligence artificielle. Bienvenue à l'émission. À travers les trophées, merci. Jean-Philippe. À travers les beaux trophées, les œuvres d'art, pratiquement. Là. Je vais vous le dire. Ce trophée, cette année, est présenté par Amazon. Hein, c'est ça l'histoire. Jean-Philippe, raconte-nous un petit peu comment tu as appris cette malencontreuse nouvelle. Bien évidemment, moi, je suis toujours en relation avec les gens de la F1, avec le commanditaire en titre aussi, pour essayer d'aller favoriser le contrat vers mon entreprise, tu vois. Mm-hmm. Puis ça fait depuis plusieurs années que je réalise le trophée de la F1. L'année dernière, par exemple, c'était Pirelli, mon client, avec qui j'ai réalisé le trophée. Puis c'est le commanditaire en titre qui est associé à la course qui doit fournir le trophée. Donc, et qui le paye. Et qui le paye, qui le fournit, qui s'organise pour le produire, puis l'apporter au groupe de course Octane, qui est le promoteur, dans le fond, de la course de Montréal. Puis cette année, Amazon Web Services, donc AWS, c'est le logo qu'on a vu le plus pendant tout le week-end, et commanditaire en titre de la course à Montréal. Donc, Amazon doit fournir le trophée à la F1. Puis donc, ils se sont dit, je vais aller dans ChatGPT, je vais taper 3 mots, puis ça va être réglé. C'est pas tout à fait ça, en fait. Puis, tu sais, honnêtement, Amazon paie des dizaines de millions de dollars par année pour être un commanditaire en titre. Donc, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur trophée. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. J'ai aussi beaucoup de respect pour l'opération marketing qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils viennent de lancer une plateforme d'intelligence artificielle de création d'objets 3D. Puis, ils ont invité les gens, pour faire la promotion de leur plateforme, à venir créer des trophées par eux-mêmes parce que le trophée de la F1 cette année a été créé par leur intelligence artificielle, leur plateforme à eux. Donc, tu comprends que c'était le lancement de leur plateforme. Ils ont créé 1000 trophées différents en quelque chose comme 10 secondes. Puis, au travers de tous ces trophées-là, ils en ont choisi un. Puis, celui-là a été fabriqué pour la course. Personnellement, là, puis c'est pas parce que t'es là, mais c'était pas mon trophée préféré des 15 dernières années, ce trophée-là. On a échangé avant l'émission. Je le trouve un peu insignifiant, je vais dire ça comme ça. Écoute, je suis toujours à l'aise. Le gars, il pèse ses mots. Qui suis-je pour...
juger du travail d'un autre. Non, mais critiquer l'intelligence artificielle. Moi qui est une intelligence humaine, naturelle. Je peux pas critiquer l'intelligence artificielle. Non. Mais écoute, est-ce qu'il y a plus, est-ce qu'il n'y a pas plus? Je te donne la licence de critiquer l'intelligence artificielle. T'es bien gentil. Ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il a été fabriqué en Angleterre, évidemment. C'est un trophée également qui a été imprimé en 3D avec de la résine de plastique. Donc, tu sais, on n'est pas dans le haut de gamme. Par la suite, il a été, on va dire, poli par eux autres disent un orfèvre, là, mais on va peser nos mots là-dessus aussi. Il a été plongé dans un bain de cyanure avec du nitrate d'argent. L'argent colle dessus. Il devient un trophée avec un fini argent. C'est un trophée en plastique plaqué argent. C'est comme Made in China à son meilleur. C'est pas tant Made in China parce que tout ce processus-là coûte assez cher. Okay. Je veux dire, ils n'ont fait aucune économie, là, on s'entend. C'était pas une game de sauver les quelques milliers de dollars. Il y a personne qui veut sauver comme 15, 20, 25 000 à faire cette opération-là. L'idée, c'était de démontrer que la technologie est rendue à un endroit où est-ce qu'on peut créer un trophée avec l'intelligence artificielle, on peut l'imprimer en 3D, puis on peut le Mais tu comprends que si on est rendu à l'étape de créer des œuvres, on va appeler ça une œuvre d'art, à travers l'intelligence artificielle, et que toi, tu en as le contre-coup, un producteur de trophées, c'est un paquet de monde qui vont y goûter à très court terme. Là, c'est toi, les avocats, les comptables, les notaires. L'intelligence artificielle est là, puis le démontre depuis plusieurs mois déjà. Il y a des journalistes qui sont inquiets, il y a des rédacteurs qui sont inquiets, il y a des traducteurs. Il n'y a pas si longtemps, tu allais dans Google Translate, tu pouvais traduire un texte français-anglais ou peu importe la langue. Là, tu vas dans ChatGPT, la puissance est surmultipliée. Bien sûr. Dans le cas de mon métier à moi, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Parce que c'était Amazon qui devait fournir le trophée. Ils ont choisi de faire un stunt marketing. Je serais très surpris que Pirelli commence à faire de l'intelligence artificielle pour leur trophée, que Crypto.com fasse la même chose, que Heineken fasse la même chose. Là, je te nomme les commanditaires mondiaux de la F1 qui apportent des trophées dans différentes courses. Pourquoi est-ce qu'Amazon a été sélectionné pour Montréal cette année? Je ne sais pas comment ils distribuent ça, mais l'année passée, c'était Pirelli. L'année d'avant, c'était Amazon. Puis avant la pandémie, c'était Pirelli encore. Donc, tu sais, c'est très aléatoire. Les secrets de la F1, je ne les connais pas. Puis là, on pourrait présupposer, là, puis je ne veux pas faire de futurologie, mais tu sais, ils ont fait leur stunt cette année. Les vertus de le refaire l'an prochain, il n'est pas aussi grand. Là. Ils ont fait le stunt, on a dit, bon, c'était fait par l'IA, bravo, clap, clap. Ils pourraient... Puis je pense qu'à la limite, sans vouloir prendre ta part, mais tu sais, il y a comme un beau storytelling aussi dans on embauche un artisan local, blablabla. Tu sais, je veux dire, c'est aussi appealing du point de vue marketing qu'on a fait faire un gadget cette année, 1000 variations en 10 secondes, essentiellement. La preuve en est que lorsque je crée des trophées, je suis reçu en entrevue, on les présente, on fait un storytelling. Je suis venu te voir l'année dernière, puis à chaque fois que j'ai lancé un nouveau trophée pour la F1, ben, je fais une petite tournée des médias, je vais à Salut Bonjour, tout ça, mais une intelligence artificielle, tu sais, ça s'interviewe pas super. T'amènes ton laptop. C'est ça, t'amènes ton laptop. Est-ce que c'est la première fois que tu te fais piger du travail par une IA ou par une automatisation? Je vais dire non, mais je vois ça d'un œil favorable. Okay. Par exemple, j'ai un très bon client qui s'appelle Globocam, qui est une compagnie... On a reçu le PDG à l'émission la semaine dernière. Bon, ben, tu vois, eux voulaient... Oui, Maxime, exactement. C'est avec lui que je travaille. Donc, Maxime, lui, il voulait avoir des trophées. Fait qu'il s'est dit, je vais aller dans une intelligence artificielle pour lui dire à l'intelligence artificielle qu'est-ce que je veux comme trophée. Ouais. Il m'a envoyé ses rendus 3D des trophées qu'il a créés. Ouais. J'ai dit, Maxime, as-tu 1500 $ par trophée? Il m'a dit non. Donc, je vais adapter ton dessin ou ton rendu. Il en voulait beaucoup. Là, non, c'est que le trophée que lui m'envoyait, ça aurait coûté à peu près 1500 $ pour le fabriquer, pour le produire. Puis ils en ont commandé une quarantaine. C'est ça ce que je veux dire, ils en voulaient pas plusieurs. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Puis il avait créé 4 modèles différents. Okay. Donc moi, à partir de sa création d'intelligence artificielle, je l'ai adapté à notre réalité de fabrication pour diminuer le coût en fonction de son budget. Donc, je trouve que l'intelligence artificielle, dans mon cas à moi, c'est intéressant parce que ça permet à un client d'aller s'amuser, de triper un peu, de se créer un trophée, d'imaginer quelque chose. Puis après ça, ils peuvent me contacter. Puis par la suite, on va continuer à faire évoluer le projet pour respecter leur budget. Est-ce que tu imagines un univers dans lequel tu
tu toi-même utiliserais, ou peut-être que tu le fais déjà, mais est-ce qu'il y a une collaboration? Parce qu'on voit dans la rédaction, tu parlais des journalistes, des créateurs, des graphistes, ce qu'on voit qui risque de se dessiner, c'est pas tellement le total remplacement, autant que même nous, là, toute transparence, il y a une partie de ce show aussi qui est merci ChatGPT. On prépare des questions, on prépare des intros, etc. Est-ce que dans ton domaine, tu vois qu'il y aurait éventuellement des collaborations possibles avec différents outils comme ceux-là? Ben moi, personnellement, je l'utiliserai pas parce que ma créativité est infinie. Est inépuisable. Tu vois, depuis le début de mon entreprise, c'est moi qui dessine tous les trophées, puis j'en ai dessiné à peu près 1000. Fait que je suis pas à court d'idées, puis ça m'intéresse pas nécessairement d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer quelque chose, mais comme je t'expliquais, quand un client m'amène une idée que lui a créée ou une petite vision qu'il avait, puis qu'on l'adapte ensemble, ça, je trouve ça intéressant. Très intéressant. Puis si on élargit un petit peu la conversation, là, bon, tu fabriques des trophées, tu parles de ta créativité, mais il y a quand même plusieurs autres domaines de création, on va dire. Bon, le graphisme, c'est à cheval entre la création et disons, le business, mais tu sais, la photographie, tous les arts visuels, essentiellement, tout ça. Puis là, tu nous dis maintenant, de la 3D, fait que la sculpture, puis as-tu une réflexion, mettons, éthique, là, moi, peut-être un petit peu farfetch, mais tu sais, as-tu une réflexion, mettons, méta là, sur l'avenir de l'humanité et la création, là, et tout ça. Peut-être qu'on parle du film Terminator, c'est ça que tu veux, là. Je pense pas qu'on s'en va voter ça. Je pose la question différemment. Est-ce que ça te fait peur? Ben, non. Honnêtement, ça me fait pas peur. Puis je discutais justement avec un très bon ami à moi qui s'appelle William Clavé, qui est commentateur automobile. Là, il y a eu 1 an environ, les journalistes commençaient à être très nerveux de cette affaire-là. Lui est journaliste automobile. Puis, quand le trophée de la F1 est sorti, en réalité, avec l'intelligence artificielle, il m'a écrit, il dit, tiens, on a tout freaké un peu il y a 1 an, mais tout va se stabiliser, ça va se calmer, puis on va revenir à une réalité. C'est juste que là, on est dans un méga gros buzz, puis ça va extrêmement vite. C'est exponentiel, là, la vitesse à laquelle ça se développe. Mais je pense pas vraiment là, qu'il y a une méga grosse menace. C'est peut-être plus un outil, s'il est bien utilisé, qui va nous amener à peut-être être plus performant. Mais tu sais, la propriété intellectuelle de la chose. Là. Prenons le trophée d'Amazon. Le trophée qui a été créé par l'intelligence artificielle d'Amazon. Il appartient à qui? Le trophée? Le trophée. Tu veux dire les droits d'auteur? J'en ai aucune idée. C'est peut-être un honnêtement, ça appartient pas à Amazon, techniquement. C'est ça qui devient compliqué. Ouais. Ben, tu vois, on pourrait en parler de ça parce que les trophées qui sont ici, moi, je détiens les droits de production de ces trophées. Puis évidemment, je m'entends avec la F1, puis je leur garantis que je ne vais pas me mettre à en faire une centaine pour les vendre à des collectionneurs. À la course de Trois-Rivières. Mais techniquement, le trophée d'Amazon, tu fais un scan 3D des photos, puis tu en fabriques un pareil, tu le plonges dans un bassin d'argent, puis ça devient un trophée que n'importe qui peut vendre en réplique un peu partout. Tu sais, même les entreprises qui vendent des T-shirts pendant le Grand Prix, j'ai l'impression qu'ils pourraient carrément copier le trophée d'Amazon, vendre des petites miniatures, puis faire de l'argent avec ça. Tandis que dans le cas des trophées que je fabrique ou des autres trophées, là, de tous les autres Grands Prix, il y a quelqu'un qui l'a créé, donc il détient les droits de production puis d'utilisation de cette image-là. Ça le rend plus exclusif. Ben, et donc, oui, puis ça en fait une œuvre d'art. De valeur. C'est au même titre que prends un artiste peintre qui crée des lithographies numérotées. Il y a un minimum de contrôle. Il n'y a rien qui empêche la contrefaçon de faire une photo de la photo, mais il y a quand même un original. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'auteur. L'auteur, c'est l'IA. Ben, techniquement, ce dont tu parles, c'est que si tu produis une photolithographie que tu signes puis tu numérotes par l'artiste, il faut que tu payes l'artiste. Oui, c'est ça. Si tu en fais des posters, si, mettons, tu décides de faire 100 000 posters, il faut que tu payes l'artiste. Mais dans le cas de l'intelligence artificielle, peu importe ce qui est créé, à qui ça appartient, je ne sais pas même. Je suis pas mal sûr qu'Amazon va prétendre que le trophée y appartient, par contre. Là, peut-être. Ils ont des meilleurs avocats que nous. En tout cas. De ce que j'ai compris du processus puis de ce que je vois, là, c'est que l'intelligence artificielle crée des formes intéressantes, mais dans le cas du trophée de la F1, de la façon que je l'ai analysé, il n'était pas sécuritaire, il n'était pas assez solide, la wave, là, pour en faire juste une forme qui a été créée comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est intervenu pour ajouter un support quelconque, parce qu'on voit comme une barre qui ne fit pas tout à fait avec le reste du design. C'était mon analyse. Donc, Jean-Philippe Caron, critique de trophée. On va l'avoir toutes les semaines maintenant. Si tu veux, ça va me faire plaisir. On en a parlé la dernière fois que tu es venu, mais bon, les gens ne vont pas réécouter nécessairement 1 an en arrière nos balados. Oui. Peut-être en guise de conclusion,
le marché du trophée va-t-il bien? Ben, Parle-nous un petit peu de ton métier. Qui commande des... Bon, là, ça, c'est la F1, mais mettons, il y a la F1, c'est une fois par année. Ça paye peut-être un peu l'épicerie, mais le reste de l'année, c'est Globocam. C'est qui les clients de ça? Récemment, si on veut parler, présentement, c'est la grosse saison des galas. Okay. Donc, il y a 2 semaines, j'étais au gala des lauriers de la gastronomie québécoise. C'est toi qui fais le trophée? C'est moi qui fais les trophées. Okay. Donc, tu m'avais parlé des Mercuriades. Les Mercuriades, écoute, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a fait toute une émission sur les Mercuriades. Avoir su, je t'ai ramené les trophées en ondes. J'aurais pu les présenter au moins. Mais je t'enverrai au moins des photos. Ouais. Mais les Mercuriades, c'est un trophée qui n'avait pas changé depuis 44 ans. Okay, ça a été vraiment un honneur pour moi, là, parce que c'est le gala d'affaires le plus prestigieux au Québec. Avec ça. 2 Ferrari. Fait que c'est un marché qui va bien. Puis ça va très, très bien. Tu pressens que ça va bien aller. Je suis pas inquiet. Regarde, on a plein de clients. On livre 2-3 commandes par jour à tous les jours. Je te parlais des lauriers. La même journée, j'étais au gala des mérites de la francophonie québécoise. La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, qui était un de mes très bons clients. Qu'on salue également. Et puis, tu dis « on » parce que « on » c'est toi, des gens, dont ta fille, je crois comprendre. Ma fille a dessiné celui de 2023, mais elle est encore aux études. OK, elle n'est pas en train de reprendre tout à fait l'entreprise. Puis, tu sais, évidemment, je serais très fier qu'elle travaille avec moi, mais je préfère qu'elle fasse ses expériences. Là, elle est encore à l'Université de Montréal, le design industriel. Puis cet été, elle a une chance extraordinaire. Elle est chez Lumen Pulse pour son stage d'été. Wow. C'est super excitant pour elle. Puis c'est tout près de la maison en plus. Ça se fait très bien. Mais un jour, quand même. Ben oui. Si elle a un intérêt à venir travailler, elle sera la bienvenue. Mais pour l'instant, elle a déjà eu dans son portfolio le design d'un trophée de Formule 1, ce qui est déjà exceptionnel. C'est pas trop pire. Ouais. Pour les auditeurs qui sont sur la Rive-Sud, d'ailleurs, j'invite, je sais pas si tu es ouvert au public. C'est une maison ancestrale, là, vraiment au bord du fleuve. À Saint-Lambert, d'aller visiter ça, protocole trophée d'exception, là, c'est vraiment magnifique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous comme un habitué de l'émission. Après finalement. 2 fois peut-être. Fait qu'on te réinvite très bientôt. On dit jamais 203. Attends, avant de te laisser, je voulais te dire, tu sais, Amazon a payé le trophée, fait que je suis allé sur Amazon et je t'ai commandé un trophée. Fait que je voulais te le remettre. Il a coûté 11,99. Si jamais vous voulez, c'est vraiment cheap. Mais je suppose que je vais écrire ce que je veux dessus. Tu écris ce que tu veux dessus. Tu peux dire que tu es le champion de... Prends pas ça pour du cash, mettons, ou une affaire de même. Tu peux nous le dédicacer. Mais tu sais que Lego, tu peux commander un trophée en Lego qui est super intéressant. Ça coûte plus que 11,99, j'espère. Je voulais juste te faire un petit clin d'œil. Merci super gentil. Énormément. Merci à toi. Avec cool. À bientôt. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Cet épisode est entièrement dédié à l'intelligence artificielle. On a décidé d'inviter un paquet de monde pour venir nous parler de l'intelligence artificielle. Un de nos invités, c'est Albert Zablit, qui est photographe et créateur avec l'aide de l'intelligence artificielle. Salut. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Dans ton métier de photographe, qu'est-ce que l'intelligence artificielle est venue changer dans ton quotidien? Ah, c'est une bonne question, ça. Fondamentalement, au niveau de la photo, ce que ça a fait, ça a changé beaucoup de... Ça a changé mon espèce de vision de l'avenir, si on veut, en premier lieu. Par la suite, ça a changé un peu mon day-to-day, mais ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes par rapport à ce que je pourrais imaginer comme processus créatif et commercial down the road, si on peut dire. Mais est-ce que ça veut dire que tu es capable aujourd'hui, ou on est capable, là, je ne connais pas ça, mais es-tu capable de prendre une photo puis de demander à l'intelligence artificielle de la modifier, de l'améliorer, Au minimum, oui. Pour le moins que je puisse dire en ce moment, c'est vraiment la base de la base en ce moment. C'est la base de la base. En ce moment, je peux te dire que tous les outils ont été vraiment modifiés d'une façon plus ou moins radicale, si on veut dire. En commençant par Photoshop. Donc, tout a été augmenté. Eux, ils doivent pas trouver ça drôle, là, les logiciels de type Photoshop. Qui ça? Les Photoshop de ce monde. Ouais. Eux, ils doivent trouver cette arrivée. Ah oui, non, tout à fait. Tu as des gens qui faisaient ça comme un métier à temps plein, de faire de la retouche d'une façon particulière avec un processus qui a été déjà cimenté à travers les années. Et que là, tout d'un coup, tu vois tout ça être modifié, mais aussi, comment dire en anglais, upended, ça veut dire transformé, si on veut. Il y a beaucoup de choses dont on n'a plus besoin de faire appel à une personne
en tant que tel et qu'on peut juste littéralement le déléguer à la machine. Au grand minimum, encore une fois, parce que là, je pourrais t'en parler pendant très longtemps. Parlons-en, Albert. Je te connais, moi, depuis plusieurs années comme un photographe de talent. Là. Tu connais tu connais l'objet de l'appareil photo, le clic-clic, les apertures, les ISO, le paquet. Et là, soudainement, il y a cette nouvelle affaire qui arrive, qui est l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un cours à l'université là, en 45 heures. Puis, notamment, on t'a invité, c'est ça, parce que je te suis depuis longtemps, puis tu documentes énormément le processus j'ai envie de dire, tu apprivoises dans une certaine mesure ces outils-là. Comment on commence dans une certaine mesure? On télécharge n'importe lequel, on fait 3-4 bidouillages, ça marche pas. J'aimerais un peu t'entendre sur la première étape, la deuxième étape, tu sais, comment? Parce qu'aujourd'hui, je te vois utiliser 3, 4, 5 logiciels les uns par-dessus les autres. Ça a l'air... T'es comme au niveau... ça serait long pour moi de rattraper. C'est ça exactement ce que tu sais faire aujourd'hui. Comment on se rend là, finalement? C'est une bonne synthèse que tu as fait au début en disant tu te lances dedans, tu bidouilles, puis tu vois qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est comme ça que ça a commencé pour moi en fin 2022. J'ai appris à propos de Midjourney. Je pense qu'ils étaient à la version 4 ou je sais pas quoi. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à bidouiller dedans. J'ai tout de suite été intrigué. Et je pense que c'est là où ça m'a piqué au début. Par contre, c'était très prompt-driven encore. C'était très basé sur le processus des prompts comme on le connaît. Donc, on écrit des mots, puis ça fait une image. C'est ça, exactement. Ça génère quelque chose. Est-ce que tu es venu bon avec ça? Je me suis un petit peu tanné assez rapidement, si on peut le dire, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être très hands-on. J'ai fait beaucoup de 3D dans mon parcours aussi, beaucoup de photos, pas mal sur tout le terrain. Et j'ai besoin d'un peu plus que juste, mettons, écrire des mots dans une case puis avoir une image. C'est ça. J'ai vraiment besoin de quelque chose qui me donne une extrême flexibilité, une modularité, où je peux genre ouvrir la chose puis aller genre changer comment ça fonctionne puis en faire quelque chose qui est propre à moi. Et c'est là où j'ai découvert Stable Diffusion, qui est un système open source, si on peut le dire, open weight, dans l'AI. Qui est un autre logiciel de traitement d'image. C'est comme Midjourney, mais qui est beaucoup plus accessible, mettons, pour le commun, pas le commun des mortels en fait, mais pour les bidouilleurs. Midjourney, c'est accessible pour le commun des mortels. Stable Diffusion, c'est très, très, très DIYer friendly, si on veut dire. Fait que tu fais toi-même. Ouais, mais c'est là où tu rentres dans un rabbit hole qui n'en finit plus. Puis c'est là, ça devient addictif. Là. Ouais. Migraine incluse. Il faut être un petit peu maso pour apprécier la chose, mais c'est... Et je t'ai lu souvent, Albert, parler que tu entraînais toi-même ces engins-là. Tu y mettais de tes propres images. Parce qu'on a parlé avec Philippe souvent de la question de la propriété intellectuelle. Puis l'intelligence de ces affaires-là, elle repose souvent sur le data des autres, des peintres et des photographes qui sont devant toi. Toi, je sens que tu y mets beaucoup du tien également, c'est-à-dire tu alimentes la machine de tes affaires. Puis tu décrivais un processus, je me rappelle plus quand, là, mais par lequel ça te prenait, tu faisais quasiment des quarts de travail, ça te prenait des heures entraîner la patente au niveau que tu le voulais, puis ensuite tu pouvais faire ce que tu voulais avec. Là, décris-nous un peu là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, mais c'est comme dresser un chien à s'asseoir ou c'est aussi simple que ça. Non, mais ou compliqué, c'est selon, mais ça dépend du chien. C'est une bonne analogie, ça. Mais à la base, les bases, ils reposent tous sur ce qu'on appelle des modèles, des foundational models, des modèles fondationnels, si on peut le traduire ainsi, qui coûtent énormément cher à entraîner, des millions de dollars, de la machine en n'en plus finir et du manpower en n'en plus finir aussi. C'est pas quelque chose qu'un gars comme moi peut faire tout seul dans son garage. Par contre, ce qu'un gars comme moi peut faire seul dans son garage, c'est d'aller bâtir par-dessus ce modèle-là. Donc, on fait ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc, on prend ce modèle qui nous est donné. Et dans le cas de Stable Diffusion, on l'a littéralement entre les mains. Donc, on peut bâtir par-dessus. Midjourney, on peut pas. C'est propriétaire, ça appartient à la compagnie. C'est pas accessible. Stable Diffusion l'est. C'est ça qui fait un peu son... c'est carrément du open source. C'est pas du open source comme on le connaît dans le logiciel traditionnel. Dans le cas du AI, on va l'appeler du open weights. C'est-à-dire que le modèle nous est offert, on l'a entre les mains, on peut juste pas le disséquer, on n'a pas accès aux data qui a été fourni pour l'entraîner. Mais tu peux ajouter... Mais on peut ajouter par-dessus. En fait, c'est comme de bâtir un étage supplémentaire sur une maison. Ça, ces étages-là, ça s'appelle des fine-tunes ou
plus spécifiquement aussi ce qu'on appelle des LoRa. Fait que c'est comme des mini-modèles qu'on va impliquer. LoRa? L-O-R-A. OK. C'est un acronyme? Ouais, c'est un acronyme. ça veut dire Low Ranking Algorithm. Okay, ouais. Rapidement, je me gourre probablement. Ouais. Mais c'est vraiment juste des mini-modèles qu'on peut injecter dans le modèle fondationnel, dans le modèle qu'il y a général. comme un autre univers qui est en train moi, c'est comme la Matrix à quelque part. Là. De 0 à 10 en termes de vulgarisation, je fais 0.5 en ce moment. Je sais pas. Tu fais ça depuis 2 ans, grosso modo, depuis 2 ans, c'est quoi ta plus grande surprise à date? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose où il y a eu un output puis t'as été comme je m'attendais pas à ça, mettons. Mais je m'attendais pas à ce que les gens soient ouverts, en fait. J'ai eu beaucoup de clients qui sont venus à moi, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient des problèmes particuliers, très spécifiques, qui ne pouvaient pas du tout être résolus par un processus traditionnel, ni en photo, ni en 3D, ni en illustration, peu importe. Donne-nous un exemple. Ouais, donne un exemple. Oh my God. L'exemple le plus banal que je peux donner, c'est j'ai fait un shooting pour le CHUM, pour l'hôpital. Et on avait une bande de chirurgiens et de cadres administratifs qui étaient supposés être là pour chacun avoir leurs headshots. Sauf que le problème avec ce genre de projet-là, c'est toujours une question de séduler tout le monde. Et puis, ça faisait 3-4 mois qu'ils essayaient de séduire tout le monde, d'aligner tout le monde cette journée-là. Il y avait toujours une personne qui était juste incapable d'être rejointe à cause de son horaire, à cause que il voyage, il est en opération, il est juste impossible. Il y a comme les ministres puis les chirurgiens. Fait que tu sais, en bout de ligne, on arrive là dans le shoot, puis cette personne-là est absente, elle est pas là. Puis c'est quelqu'un qui est quand même important, qui a besoin d'être dans la photo. Dans le shoot, là, ouais. C'est ça. Puis, au début, je leur avais proposé un peu le AI comme juste pour voir c'était un peu quoi leur intérêt. Puis, ils voyaient qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans, mais ils y croyaient pas encore totalement. Ils étaient comme, ben là, on sait que la photo, c'est la photo. Peu importe. On a le budget, on te veut toi, go. Donc, on va pas se casser la tête, là. Mais une fois qu'ils ont réalisé que cette personne-là était juste impossible à rejoindre, qu'on pouvait pas l'avoir en photo, c'est là, tout d'un coup, tu sais, les petits drapeaux ont commencé à sortir dans leur tête puis faire comme, hey, peut-être que... Puis là, j'étais comme, oui, absolument pas, peut-être que, absolument, ce qu'on va être capable de faire, c'est de prendre des photos de cette personne-là qui ont déjà été faites dans le passé, ou des selfies, ou des photos de leur Instagram, ou peu importe, puis d'entraîner un AI, un IA, pour reconstruire cette personne-là et l'incruster dans le setup. Est-ce que tu l'as imprimé en 3D aussi après? Honnêtement, ça, c'est next. Là. Tu vas pouvoir faire bientôt des photos, là, je vais mettre ça au pire des pires, tu sais, chumé avec une bière avec Saddam Hussein, là, comme si t'avais... Ça se fait déjà. Oui, ça se fait déjà. Puis je pourrais te la faire d'une façon qui serait comme quasiment impossible à discerner de la réalité. Genre, c'est ça que j'aime avec le système que j'ai et que comme je bidouille depuis un bout, c'est que je peux aller très loin dans les détails et je pourrais absolument rien laisser à la chance. Donc, jusqu'à la pupille, je pourrais faire en sorte que si quelqu'un voit cette photo-là, puis s'attarde, hein, c'est ça le truc, s'attarde puis analyse, il trouverait ça difficile de comprendre, de déceler la IA là-dedans. Là. Fait que ça, c'était il y a 1 an. Là. On a fait ce shooting /AI il y a 1 an de ça, où la technologie est encore un peu plus immature qu'aujourd'hui. Et on l'a incrusté, cette personne-là. Je l'ai posée, je l'ai habillée, je l'ai éclairée et je l'ai mise dans le même fond, parce que c'était un fond un peu complexe qui représentait un peu l'hôpital. Et on l'a inclus dans le shoot au final. Et c'est imperceptible. Il y a 1 an, ça l'était. Sauf que, c'est ça encore au niveau de la surprise, c'est qu'à un moment donné, les gens réalisent que, bon, on a un certain threshold d'acceptabilité, si on peut dire. On a besoin de cette photo-là. On a besoin de cet homme-là. On peut avoir une image qui pourrait lui ressembler à 90-95%, puis ce serait génial, parce que sinon, l'alternative, c'est 0%, on l'a pas. Donc, ils sont sautés là-dessus, on l'a fait, on a réussi. Et voilà. Et pour rejoindre ce que tu disais avant, ça a pris au moins une demi-journée, sinon une journée complète, juste pour entraîner le AI. Donc, au niveau d'aller chercher le data, donc les images du monsieur, les préparer, nourrir la machine avec, à plusieurs tentatives. C'est pas juste une fois puis c'est fini, tu vois.
c'est comme cuire, c'est comme faire une recette, quoi. C'est pas dès la première fois que tu réussis la chose. Le gâteau sort pas dans C'est ça. Fait que plusieurs tentatives avant de l'avoir. Et puis là, finalement, on l'a eu. Puis après ça, c'est le processus de Photoshop, de retouche, tout ça. Je t'ai vu, Albert, sans vouloir te dénoncer, mais t'obstiner souvent sur les médias sociaux au sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de création. J'aimerais un peu... J'ai abandonné depuis. Mais je sais, mais puis il m'a dit ça, on a eu cette conversation. Et ça fait plusieurs mois que tu as abandonné. Oh, là, mais il était comme pourfendeur des sceptiques. Là, puis je l'ai vu, là, enragé. Mettons, là, sans vouloir refaire le débat, Albert, qu'est-ce que si tu as un micro, là, qu'est-ce que tu as à dire aux détracteurs de ces technologies-là aujourd'hui? Les gens qui sont sceptiques, les gens qui sont craintifs, les gens qui pensent que c'est la fin du monde. Comme c'est quoi succinctement, là, au terme de dizaines d'heures d'obstinage? C'est quoi ta conclusion finalement? Calmez-vous le pompon. Ou peut-être que tu as changé d'idée, peut-être que tu es rendu un détracteur toi aussi, je sais pas. Non. Je ne suis pas un détracteur. Par contre, je comprends très bien les soucis. Et je suis d'accord jusqu'à une certaine limite. Après, je crois sincèrement qu'on se bat contre les mauvaises cibles. Explique. L'IA est ici, il n'y a plus rien qu'on puisse faire contre ça. Je veux pas sonner... fataliste. Là. Ouais, mais c'est the cat is out of the box, comme on dit en anglais. Ouais. Et le remettre dans la boîte, ça n'arrivera pas. On peut oublier ça. Par contre, moi, je suis un défendeur du open source. Bon, pour l'instant, le open weights, mais j'aimerais ça qu'on devienne fully open source. Et la raison est que je suis pas friand à l'idée d'avoir quelques grosses compagnies qui détiennent tout. Et qui rendent la chose inaccessible aux artistes et aux petits entrepreneurs, mettons, pour pouvoir bâtir quelque chose qui leur appartiendrait ultimement en termes de... Mais t'as vu que quand les grands ténors de l'intelligence artificielle, là, les Joshua Bengio, ils ont signé une lettre mondiale pour dire qu'il fallait freiner ça. Mais quand tu regardes, c'est ceux qui ont signé la lettre, pour la plupart, sont tous ceux qui ont des propriétés intellectuelles ou des compagnies en intelligence artificielle. Une accusation un peu facile, Philippe, quand même. En fait, c'est ça quand même. Okay. Mais quand Sam Altman demande se bat pour la régulation, c'est juste, il le fait pour lui, il le fait pas pour nous. C'est aussi c'est ça que tu décris, toi. Oui, carrément, parce que moi, je me dis... ce que j'ai appris grâce à Stable Diffusion, et pas juste en tant que technicien ou artiste, c'est juste en tant que personne, c'est que j'aimerais ça, moi aussi, être capable de moduler l'interaction avec la chose. Je veux pas juste être relégué à un simple consommateur ou utilisateur, mettons. Je veux être un créateur, un vrai, quelqu'un qui est capable de prendre la matière brute et de la transformer. On peut peut-être se laisser là-dessus. Albert, tu dis ça, il y a 1 an, tu as fait ça, tu nous donnais l'exemple du CHUM. Bon, 1 an plus tard, déjà, ça serait différent, probablement. C'est un peu ce que je paraphrase. Si tu te projettes dans 5 ans, à quoi ressemble le futur de la photographie professionnelle, selon toi? Est-ce que tu existes encore? Est-ce que tu as espoir? Tu as une puce greffée dans le bras. Ou dans l'œil, encore mieux. Je vais essayer d'être le plus succinct possible, mais je pense que tout artiste qui n'est pas différencié, c'est sûr qu'il aura plus sa place. Et si je peux remplacer un artiste qui fait quelque chose de correct, quelque chose de OK, il va être remplacé. On n'a plus vraiment besoin de lui ou d'elle. Il va falloir se différencier à beaucoup de niveaux et il va falloir faire ressortir aussi son côté humain le plus possible. Les gens, ce qu'ils cherchent avec un photographe, de mon expérience, c'est pas juste le talent créatif ou technique, c'est aussi le côté relationnel, c'est la communication, c'est la connexion. Ça, on l'a pas du tout avec la machine. En ce moment, peu importe ce qu'on veut croire avec les LLMs et les ChatGPT, etc. C'est très one-sided. Avec un vrai photographe, au moins tu as l'avantage de ça. C'est peut-être la signature à la main sur une photo. On va peut-être revenir. Picasso, pour votre information, avait de la misère à payer ses factures de restaurant et avait pour habitude de faire un dessin sur le napperon. La rumeur veut que les Demoiselles d'Avignon, ça a été fait par une intelligence artificielle, d'ailleurs. Je sais pas si tu as entendu ça.
Albert Zablit, photographe, créateur IA, on dit ça comme ça. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Puis vraiment très intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'optimisme, en tout cas, venant de certains dans cet univers-là. Alors, on se revoit bientôt. Ça fait plaisir. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@cube.radio. Apple a annoncé cette semaine son nouveau système d'exploitation iOS 18 et par le fait même a lancé un nouveau service, il fallait bien qu'ils s'y mettent tôt ou tard, Apple Intelligence. Ce que j'en comprends, je paraphrase, mais on va essayer de nous pousser encore plus fort Siri, là, qui me gosse moi personnellement royalement, mais là on va pouvoir en plus gérer des notifications et parler des textos, ben des affaires qu'on pourrait faire sans l'IA, mais bref, on veut parler d'IA, c'est un peu la thématique du show ce soir, et pour en parler un peu en matière panoramique, j'aurais envie de dire. On accueille Stéphane Ricoul, qui est VP développement des affaires chez Talsum. Ça va bien, messieurs. Stéphane? Ça va très bien. C'est pas la première fois qu'on t'accueille, je pense. Non, dans le studio, mais la première fois en studio. Oui. Il a une voix radiophonique. Vous êtes bien plus beau que dans les Stéphane, est-ce que j'ai raison de penser, puis c'est peut-être une impression un peu cavalière, mais j'ai l'impression que là, tout le monde lance n'importe quoi, entre guillemets. Puis personnellement, pour être quelqu'un de féru de technologie, je me sens un peu perdu, honnêtement. Il y a tellement de widgets. Moi, j'utilise ChatGPT, je m'en satisfais, mais est-ce que tu ressens, puis toi qui connais beaucoup mieux peut-être que moi à vol d'oiseau, tout ça, est-ce qu'on assiste à un genre d'éclosion de festival du n'importe quoi, ou c'est juste moi qui ai ce sentiment-là actuellement? Du n'importe quoi, j'irai pas jusque-là. Une explosion des annonces par rapport à l'intelligence artificielle, oui, définitivement. Mais les entreprises n'ont absolument pas le choix. S'ils n'embarquent pas maintenant, puis c'est déjà un petit peu tard, on l'a vu avec Apple Intelligence, on va pouvoir y revenir si vous voulez. S'ils ne se lancent pas maintenant, à la vitesse à laquelle se développe l'intelligence artificielle, oubliez ça, dans 3 mois, dans 6 mois, trop tard, ils vont être complètement largués. Ouais, je comprends. Mais il y a des systèmes qui fonctionnent quand même pas très bien. Moi, je me suis payé Gemini. Okay, dans ma suite Google. Et honnêtement, par rapport à ChatGPT, c'est comme... Mais on est au début de tout. Il maîtrise... Oui, mais quand même, ChatGPT maîtrise bien le français. Gemini ne comprend pas. Ils ont 1 an d'avance. Il ne comprend pas pantoute. Ils n'ont peut-être pas 1 an d'avance, mais ils ont un petit peu d'avance. Puis ça va, je le répète, tellement vite que même 6 mois d'avance ou 3 mois d'avance, c'est un fossé qui se creuse. C'est ça le truc. Mais tout le monde est au début, tout le monde est à l'âge d'enfance par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a la personne qui va vous dire, moi j'ai 5 ans d'expérience en intelligence artificielle. Faut peut-être remettre en question son jugement. Là. ou il est chez OpenAI depuis la fondation. Là. Peut-être aussi. Ils sont 3. Aussi. Mais avant que ça s'appelle intelligence artificielle, je comprends qu'il y avait des gens, les data scientists, tout ce qui était business intelligence, etc., les débuts d'eux. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est à un autre niveau. Là, on s'entend. Et donc, revenons un petit peu sur cette annonce, là, Apple Intelligence. Tu l'as peut-être vu avec plus de détails et un œil un peu plus acerbe que le mien. Moi, comme je te dis, je suis un utilisateur d'Apple, j'ai un iPhone. Ce que j'en ai perçu, en tout cas, c'était pas comme ça. Il n'y a rien qui m'allait me jeter en bas de ma chaise. Là. Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui sont véritablement innovantes là-dedans? 3 choses par rapport à ça. La première des choses, Apple était sous pression. Okay? L'action était comme malmenée un petit peu, elle était sous pression du marché parce que justement, ils n'avaient fait aucune annonce dans la dernière année en regard à l'intelligence artificielle. Donc là, mon premier commentaire par rapport à ça, c'est est-ce qu'ils se sont précipités en disant « Oh, on est en retard, on n'est pas capable de rattraper ce retard-là, on va faire un accord avec OpenAI, ChatGPT 4o, on va l'intégrer dans nos iPhones, dans notre iOS, puis l'affaire est ketchup, on va lancer ça sur le marché, on va faire un beau communiqué de presse, tout le monde va applaudir. » Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que Apple nous a toujours habitués à, quand ils font leur show, là, développeurs, à y aller sur des innovations de rupture. Or, ce qu'ils nous ont annoncé lundi, on est loin de l'innovation de rupture. C'est un MeToo, là, c'est un MeToo, ouais, c'est exactement ça. Puis mon troisième point, ce qu'ils nous ont donné, c'est un Siri dopé à l'intelligence artificielle, donc sur stéroïdes, mais ça reste un Siri.
Ça toi, reste... t'as pas un iPhone. Non. As-tu déjà eu un iPhone? Non, ouais, j'ai eu longtemps un iPhone. Toi, J'ai eu longtemps un iPhone, mais ça fait longtemps que je suis sur Android. Mais mettons, Siri, là, je sais pas, moi, dans ma tête, là, je m'en sers pas, je veux dire, mais dans ma tête, c'est comme Mr. Clippy, là, tu comprends? C'est comme, c'est le truc gossant. Ça trahit ton âge, hein? Mr. Clippy, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'était un trombone qui était intégré à la suite Office, genre tournant des années 2000, et qui venait toujours popper pour t'aider à mettre quelque chose en gras, genre, parce que t'as jamais besoin d'aide pour ça, mais c'était juste fatigant. Pour moi, Siri, c'est comme toujours dans le chemin. Siri pop-up tout le temps pour me demander si j'ai besoin d'aide et je n'ai jamais besoin d'aide. J'aimerais ça éradiquer Siri de ma vie et je n'y arrive pas. Sauf donc que là, quand même, pour être honnête, ça s'en vient si mieux. tu avais un iPhone, 15, j'ai un iPhone. T'as un iPhone 15? 15. Donc, tu as Siri dopé à l'intelligence artificielle maintenant. Donc, tu vas finir par... Ouais, mais je pense que tu vas finir par prendre le réflexe d'utiliser un peu plus Siri parce que les réponses qu'il va te donner vont être d'une profondeur ou d'une exactitude qui va te plaire. Donc, tu vas créer fort probablement une habitude avec Siri qui va devenir un véritable assistant ou une véritable assistante pour toi. Est-ce que ça va être animé éventuellement par la voix de Scarlett Johansson, tu penses, ça aussi? Je pense pas. Je pense que... Je pense qu'on est allé là, puis on va en revenir c'est ça. rapidement. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est OpenAI qui a lancé, et il avait demandé à Scarlett Johansson d'emprunter sa voix. Elle a dit non. Et ils ont quand même fait quelque chose qui n'était pas Scarlett Johansson. Non, ils l'ont légèrement modifié. Qui était Scarlett. En tout cas, bref. Parlons un petit peu tu parlais donc d'Apple et tout ça. Bon, on a parlé d'OpenAI. Il y a un acteur qui dépasse tout entendement, qui est NVIDIA, qui est manufacturier des fameuses puces là, programmables, qui sont un peu la coqueluche là, de tout ça. Évidemment, l'entreprise, là, comment dire, c'est la locomotive de la bourse américaine depuis un peu plus d'1 an. La valeur de l'entreprise a augmenté là, d'un facteur là, de 3 et aujourd'hui, elle vaut 3 trillions, en français on dit billions, là, mais en tout cas 3 000 milliards de dollars là, de capitalisation boursière. Ça va. Ça la situe, là, je pense, en 2e ou 3e rang des je pense que Apple est repassé devant. Bon, en tout cas, mais tu sais, c'est dans le top 3 des plus grosses entreprises du monde. Et bon, j'ai une hypothèse et j'aimerais te la soumettre. Cette entreprise-là, contrairement au .com ou à la bulle là, des années 90, celle-là, elle est profitable. Là, à chaque résultat, puis c'est pour ça que la valorisation n'arrête pas de monter. À chaque fois qu'ils nous annoncent des résultats, les ventes sont spectaculaires et les profits aussi. Là, donc, c'est pas une start-up, n'est-ce pas? Par contre, j'ai quand même l'impression qu'NVIDIA vend ses puces et ses widgets à plein de business qui, elles, sont très déficitaire ou ne génère pas vraiment beaucoup de valeur avec l'IA encore. Je pense à Microsoft qui a déboursé des dizaines de milliards en IA. Where's the profit? Je veux dire, ils ont pas tout ça. La même chose avec plein d'autres acteurs. Et je me demande si à un moment donné, on ne voit pas la vraie valeur de l'IA économique. Est-ce que NVIDIA risque pas de crasher? Là? Je ne sais pas, quelle est ta lecture, toi, de ce marché-là spécifiquement? NVIDIA va certainement crasher à un moment donné. Okay? On s'entend, là. C'est la vie d'une entreprise de toute façon. Ouais. Puis il va probablement crasher si elle ne se renouvelle pas. Là, pour l'instant, son succès est dû à ses microprocesseurs pour cartes graphiques. Ils sont un peu seuls sur le marché ou presque. L'intelligence artificielle a besoin d'une puissance de calcul phénoménale et c'est ce que propose NVIDIA. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, le quantique rentre. Puis a un succès instantané comme l'intelligence artificielle, mais NVIDIA ne s'est pas adapté au quantique, par exemple. Ils vont crasher. Puis il y a un autre joueur qui va arriver sur le marché. La technologie évolue tout le temps. La raison du succès de NVIDIA, ou la raison qui fait que tout le monde achète ces puces-là, c'est la puissance de calcul. Puis cette puissance de calcul permet de traiter la donnée sur des beaucoup plus grands volumes et à des vitesses beaucoup plus rapides. Donc, la valorisation de la donnée, c'est la base de l'économie numérique. Donc, plus tu vas traiter la donnée, plus tu vas la valoriser, plus tu vas en amasser, plus ton entreprise va réaliser des profits. Tu penses? Oui. Définitivement, c'est ça en fait, le principe de base. OpenAI, le président d'OpenAI, c'est sorti un petit vidéo, le président d'OpenAI dit à des VC dans une salle, on va prendre tous vos millions, là, je paraphrase, tous vos milliards, OK? Je n'anticipe pas et je ne sais pas comment je vais vous donner un retour, mais je vous garantis une chose, je vais demander à l'intelligence artificielle comment vous donner un retour dans quelques années. Oui. On en est là. On en est là. Je suis juste, en tout cas, encore une fois, je veux pas... Je suis juste... Pour l'instant, ces entreprises-là qui achètent
des produits d'NVIDIA sont financés par du capital de risque et donc perdent énormément d'argent. Il n'y a aucun grand acteur, tu parlais d'Apple, il n'y a personne qui fait d'argent avec l'IA. C'est comme un gadget que tu rajoutes. Là. Microsoft va rajouter Copilot. Bon, c'est cute. Ramène-toi il y a quelques années. À l'époque de ton trombone, Amazon faisait pas d'argent. Ouais. Amazon perdait trimestre après trimestre de l'argent. C'est la même situation. OK. Ben écoute, je te fais confiance là-dessus. Parlons de ce qui est plus près de nous. Tu es vice-président développement des affaires chez Talsom. Oui. Talsom, vous faites quelque chose en lien avec l'IA. En intelligence artificielle. Je suis intrigué, puis parce qu'il n'y a pas tant d'acteurs. Tu sais, le Québec est connu pour sa recherche fondamentale. On a parlé de Yoshua Bengio, le Mila. Bon, tout est magnifique, mais c'est en amont de la chaîne. Ou le développement on pur n'a et pas dur. d'OpenAI là, ici, ou en fait, peut-être que je ne les connais pas, mais bref, Talsom, vous êtes un cabinet de conseil, services numériques, etc. Et donc, vous avez lancé quelque chose. J'aimerais que tu nous racontes un peu. La semaine dernière, effectivement, on a lancé Talsom AI, puis la position que nous, on prend par rapport à l'intelligence artificielle, elle est basée sur notre métier. Notre métier, c'est d'accompagner des entreprises dans leurs projets de transformation ou d'évolution. Aujourd'hui, on s'entend, tous les projets passent quasiment par l'intelligence artificielle. Ah oui, hein? Oui. Le nombre de demandes... Chez vous? Tout? Ben, beaucoup, beaucoup. Okay. Beaucoup. Le nombre de demandes qu'on reçoit là, d'entreprises qui nous disent, ben là, moi, je veux intégrer de l'intelligence artificielle, j'ai compris que ça allait être bon pour mon entreprise. Ils ne savent pas pantoute comment. Mais je veux savoir par où. Pourquoi? Ben, en fait, c'est le fun à mettre sur mon site web. C'est presque ça, mais c'est super important. En fait, ces questions-là sont ultra saines. C'est bon que les entreprises se posent ce genre de questions-là. Il faut utiliser le cas d'usage. J'avais le mot en anglais dans la tête, mais il faut trouver son cas d'usage. Celui qui va permettre d'aller chercher des gains rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une forte résistance au changement. Dans les entreprises québécoises, fait partout au monde. Ouais. Les personnes qui étaient ici, qui m'ont précédé là dans le studio, en ont parlé, cette résistance au changement. Elle est super positive, hein, la résistance, parce qu'à partir du moment où quelqu'un résiste au changement, c'est parce qu'il se projette. Donc là, on a déjà fait un pas positif vers l'avenir. Il se projette ou elle se projette, cette personne-là. Donc, le positionnement de Talsom, c'est de dire, ben, parfait, on va regarder avec vous quels sont les cas d'usage qu'on peut faire basés sur l'intelligence artificielle. Mais avant ça, vous en êtes où au niveau de votre gouvernance de données? Est-ce que vous êtes équipé pour bien faire fonctionner l'intelligence artificielle? Parce que l'intelligence artificielle, elle a des requis associés à ça. Si ta gouvernance au niveau de données est mauvaise, les résultats de traitement avec l'intelligence artificielle... Explique-nous en quelques mots, là, tu dis gouvernance de données, là, ça mange quoi? Les données sont hiver, structurées comment? Qui est responsable des données? C'est les clients, là, mettons. Les données de l'entreprise, ça peut être des données financières. OK, bon. Des données financières. Qui est responsable de la mise à jour ou de la propreté de tes données financières? Okay. La propreté, elles sont à jour, elles sont exactes. Exactement. Y a pas de, voilà. Puis ça, souvent, c'est, j'imagine, la personne aux finances qui fait cette partie. Souvent, sur Excel. Souvent. Dans un fichier Drive sur son ordinateur personnel. Probablement. Donc, pas accessible. Donc, c'est ça. Quand tu parles de gouvernance, c'est la bonne information au bon endroit, protégée. Tu n'emmènes pas tes données dans ChatGPT 4o. Quand tu es une entreprise, tu n'emmènes pas tes données financières là, directement là-dedans. Ben non, c'est ça. Oui, mais ça pourrait arriver. Puis c'est des données de production, puis c'est des données sur les employés. Puis toutes sortes de données. Ça dépend des cas d'usage. C'est ça, ça dépend des cas d'usage. Donc, la gouvernance des données, c'est de dire, il y a plein de gens dans la business qui ont des fichiers Excel ou idéalement Comment vit ta donnée? Okay. C'est quoi la vie d'une donnée dans ton entreprise? C'est ça la gouvernance, tout simplement. La vie d'une donnée. La vie d'une donnée. Le journey, là, comme on dit. Le chemin que la donnée parcourt. Poète, là, à partir du moment où elle rentre dans ton entreprise. Excusez, moi, je continue vos affaires. À partir du moment où elle rentre dans ton entreprise, puis elle va être valorisée, c'est quoi le chemin qu'elle suit? Puis c'est ça, la gouvernance. Et pourquoi en avoir fait une affaire, tu sais, Talsom, on connaît, pourquoi en avoir fait une affaire à côté de Talsom? Nous, on est en transformation numérique. Okay. Une affaire à côté, c'est pas une affaire à côté, là. Non, c'est pas une affaire à côté, c'est des équipes qu'on avait en stratégie technologique qui se sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Okay. Donc, mais c'est pas une autre business. C'est pas un spin-off. Non, absolument pas. Là, ça fait partie de Talsom. Là.
OK. Et donc, je sais que votre travail avec les clients est certainement très confidentiel, mais si tu prends l'ensemble des entreprises avec lesquelles vous travaillez, on entend souvent qu'au Québec, on a un retard de productivité, d'automatisation. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle est différente de toutes ces problématiques qu'on a au Québec? Encore une fois, on va pouvoir croiser l'ensemble des données de l'entreprise puis regarder quelles sont les pistes d'optimisation. Okay. Mais j'ai comme l'impression que l'IA, c'est comme le boss de la fin là, du jeu, mais si t'as pas de la machinerie automatisée puis si t'as pas justement des systèmes pour un peu... Il y a comme... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui n'ont pas la base, puis on leur dit, gars, tu vas faire de l'IA. Mais là, tout le monde, c'est à la mode l'IA, on va faire de l'IA, mais tu t'as pas t'as pas l'électricité. Toutes les entreprises ont une partie... Tu comprends ce que je veux dire? Toutes les entreprises ont une partie des données. Elles n'ont okay. peut-être pas l'ensemble des jeux de données nécessaires, mais l'ensemble des jeux de données nécessaires, ils sont capables d'aller chercher sur... par exemple, des données financières, on est capable d'aller chercher sur les marchés financiers. Je vais donner l'exemple d'un client qu'on a qui est dans le domaine brassicole, qui nous a approché pour dire, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait m'aider à créer une nouvelle recette de bière qui ait du succès? Puis ce client-là avait des types de profils en fonction du persona de consommateur. Homme, femme, âge, éducation, région géographique, etc., etc. Puis, c'est tout. Nous, on est allé chercher... L'intelligence artificielle a créé une recette, mais on est allé chercher sur les marchés financiers le prix de l'orge, le prix de ceci, de tous les ingrédients. La recette était au milligramme ou au millilitre près. On a été capable, avec l'intelligence artificielle, de calculer très rapidement le coût de revient d'une bouteille de bière. Combien est-ce qu'il fallait la vendre pour que ce soit rentable, dans quel format, etc. Puis évidemment, avec les outils de génération d'images, on a même été capable de créer le branding. Tout ça en 2 minutes et quart. C'est là la grande différence. Puis donc, ça te permet... Tu sautes des étapes. Et vous avez chargé combien pour ça? C'est cher de l'heure. C'est cher de la minute. Pas 2 minutes, 36 heures. Mais ça, c'est technique. Puis ça, c'est la partie, je ne veux pas dire facile, mais c'est la partie accessible. La partie moins accessible et plus complexe, c'est la portion gestion de changement. Les humains. Les humains. On l'a vu avec Albert, tantôt. Quand tu intègres l'intelligence artificielle dans ton métier, tu as un déplacement de ton métier. Les créatifs vont rester des créatifs. Pas d'enjeu avec ça. Mais leur métier de créatif change. Au lieu d'être créatif avec ta lentille d'appareil photo, tu vas être créatif avec le prompt que tu vas utiliser. C'est-à-dire, tu vas prendre ta photo, puis tu vas l'optimiser ou tu vas l'augmenter. Avec les ajustements. Ou avec en fait, ça transforme, ça change l'expertise nécessaire. Oui, c'est exactement ça. Donc, si demain, tu ne t'éduques pas à l'intelligence artificielle, il y a des chances que là, oui, tu te fasses remplacer par quelqu'un qui, lui, se sera éduqué à l'intelligence artificielle. Ça semble être la conclusion un peu de tout le monde. De tout le monde. Mais oui. Mais ça me laisse quand même perplexe, mais un peu optimiste quand même, tout ça, Stéphane. Mais là-dedans, il y a les droits d'auteur. Ça, c'est un enjeu. C'est l'encadrement, le légal autour de ça. Tout ça, c'est un enjeu. L'impact sur notre société civile, sur la société civique, etc. On est au début de quelque chose qu'on n'est pas capable d'encadrer parce qu'on n'est pas capable de le cerner. Et c'est quelque chose qui évolue à une vitesse grande. Ça va quand même bien foutre le bordel, j'ai l'impression. Probablement. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.